Donc, si vous allez sur menti.com, sur vos téléphones intelligents, et vous rentrez le code en haut, donc 49 10 74, vous allez pouvoir participer de manière dynamique à ces petites questions. Donc, en un mot, indiquez-nous si vous êtes du réseau de la santé, si vous êtes des infirmières, des médecins, donc de quel profil vous êtes, des gestionnaires possiblement. Ouais. Des gestionnaires, des infirmières, possiblement des infirmières gestionnaires. Puis, on ne l'avait pas inclus dans la question, mais peut-être par main levée, CHUM versus non. Donc, combien d'entre vous font partie de la grande famille du CHUM? Une grande majorité. Bon, ça répond à la question. Super. Donc, la deuxième question qu'on avait pour vous, étant donné qu'aujourd'hui, on est assemblés pour vous présenter un projet sur l'amélioration de la qualité pour les patients utilisateurs de drogues injectables. Donc, c'est une clientèle à laquelle on s'est intéressé particulièrement parce qu'on la reçoit beaucoup en médecine interne. Donc, on voulait ébranler vos connaissances un peu par rapport à cette clientèle-là. Donc, tout d'abord, combien vous estimez le nombre de personnes utilisatrices de drogues injectables dans la région de Montréal? Donc, il semble avoir une tendance qui se dessine, donc autour de 4000. Vous voyez juste, effectivement, c'est environ 4000 personnes utilisatrices de drogue. Ça m'amène à la prochaine question. Donc, de ces 4000-là, à combien on évalue le nombre de patients qui ont des anticorps positifs contre l'hépatite C? Donc, les gens voient qu'effectivement, il y a un fort pourcentage, mais plusieurs vont être surpris que c'est 68 de cette clientèle-là qui est porteur des anticorps. C'est énorme. Puis là, on ne va pas dans les autres comorbidités, mais c'est aussi plus élevé là, pour le VIH et autres. Nous, on s'est intéressé à cette clientèle-là, puis on aimerait savoir si vous avez une idée de quelle portion des patients qui sont utilisateurs traités avec une antibiothérapie à long terme vont être réadmis dans un délai de 30 jours suite à leur départ de l'hôpital. Donc, effectivement, plusieurs ont compris qu'il y avait un fort pourcentage de ces patients-là qui sont réadmis. Donc, c'est effectivement 25 de cette clientèle-là qui va être réadmise par rapport à un 15 dans la population en général. Donc, on s'est questionné à savoir qu'est-ce qui faisait une différence par rapport à cette clientèle-là, donc qui faisait que le taux de réadmission après tant de jours était plus élevé. Donc, on est allé chercher dans la littérature pour aller confronter nos hypothèses à la théorie. Puis, on a appris que l'utilisation de drogues injectables et l'hospitalisation ne font pas toujours bon ménage et sont la plus grande source de stigmatisation pour la clientèle. Donc, quand on pense offrir un environnement de soins de qualité à nos patients, bien, en théorie, on leur crée un environnement parfaitement à risque pour eux, étant donné leur réalité et leurs habitudes de vie. C'est un projet, donc, oups, non, on ne veut pas sortir de là. C'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Si tu la fermes. On était dans la session de quelqu'un. Ah, ok. Je peux rentrer dans la mienne si... Sinon, je l'ai dans ma poche. Je peux rentrer dans ma session. Pardon? Désolée pour les petits problèmes techniques. Donc, je pense que j'avais terminé. Donc, l'idée du projet au départ venait vraiment d'un constat qu'on avait effectué au niveau des équipes traitantes chez nous, donc dans nos unités en médecine interne au CHUM. Un constat qui partait de la réalité vécue par le personnel soignant qui se trouvait souvent un peu inconfortable ou démuni par rapport à cette population-là.
Donc des vignettes récurrentes qu'on avait par rapport à des situations où on avait des patients qui consommaient des drogues, notamment des opiacés, qui arrivaient dans des contextes de douleur, ce qui posait des challenges au personnel, que ce soit les médecins, les infirmières qui se sentaient mal à l'aise de prescrire ou de donner des opiacés à quelqu'un qui venait de consommer. Pareillement, des situations qui posaient des enjeux de sécurité par rapport au personnel, comme des seringues souillées qu'on retrouvait dans les matelas des patients. Donc, le ressenti du personnel par rapport à ces situations-là, c'était surtout une sensation de se sentir peu outillé, d'avoir peu de soutien et peu de ressources pour faire face aux challenges que représente cette population-là utilisatrice de drogues intraveineuses quand elles sont hospitalisées dans nos lits. Et ça créait un malaise, voire une frustration de la part du personnel soignant. Évidemment, malaise ou frustration qui se traduit par des issues cliniques qui sont aussi néfastes par rapport à une population, comme Jacinthe le mentionnait, qui se sent souvent sous-traitée, stigmatisée dans des contextes hospitaliers et qui donc a des issues cliniques qui sont moins bonnes par rapport au traitement de leurs complications, de leur morbidité. Donc l'idée est venue à la base de ces constats d'essayer d'innover en mettant sur place un projet d'amélioration de qualité des soins qui s'inscrirait dans l'optique d'essayer de créer une unité interdisciplinaire à l'intérieur de notre unité qui irait chercher l'expertise. Puis je regarde des visages dans la salle qui sont aussi impliqués. Là, ce n'est pas du tout un projet que Jacinthe et moi menons toutes seules, mais qui irait chercher les expertises des autres équipes. Donc, que ce soit en médecine des toxicomanies, que ce soit en infectiologie, en travail social. Il y a aussi des membres de l'éthique qui sont impliqués dans ce projet-là, dans l'optique de vraiment harmoniser et rendre plus cohésifs les soins à cette population-là, en intégrant différentes choses. On va vous les décrire, notamment ce qu'on appelle l'approche de réduction des méfaits. Jacinthe va vous expliquer un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. Une approche qui est peut-être plus connue dans l'univers de la médecine des toxicomanies, surtout dans l'univers communautaire, même dans les prisons, mais certainement pas en milieu hospitalier. D'ailleurs, on pense que c'est probablement l'une des premières expériences au Québec de réduction des méfaits en santé physique dans un centre hospitalier, avec, encore une fois, l'optique d'essayer d'aller vraiment chercher le vécu, le ressenti du personnel soignant via une pratique réflexive, et en ayant recours à un patient partenaire également pour nous accompagner dans ce processus-là. Donc le projet s'articule en 3 phases. La phase 1 servait essentiellement à faire un état des lieux, donc à essayer d'aller confirmer ou infirmer ce fameux constat-là, ce ressenti-là qu'on éprouvait, donc d'aller mesurer concrètement, objectivement, les issues cliniques de cette population-là hospitalisée au CHUM. Donc c'est ce qu'on a fait, je vais vous présenter les résultats. La deuxième phase, et on est là-dedans actuellement, la deuxième phase s'intéresse vraiment à essayer d'améliorer la trajectoire des patients pendant l'épisode d'hospitalisation. Donc vraiment, encore une fois, d'aller intégrer via la formation d'outils de formation pour le personnel et d'intégration de l'approche de réduction des méfaits pour faire en sorte que à la fois les issues cliniques et à la fois la satisfaction du personnel soignant et les patients s'améliorent. On le fait sous cadre de projets de recherche et on est dans l'implantation de cette phase-là actuellement. La phase 3, qui est à venir, serait éventuellement de vraiment essayer de penser en amont et en aval. Donc vraiment d'essayer d'arrimer l'expérience hospitalière de ces patients-là à ce qui se passe avant et à ce qui se passe après. Donc c'est l'un des objectifs qu'on veut se poser pour les prochaines phases. Donc brièvement, les résultats de la phase 1 qui a été effectuée donc, sur dossier rétrospectif. Donc tous les patients consommateurs de drogues intraveineuses hospitalisés au CHUM avec un diagnostic infectieux. Vous pouvez voir les listes des diagnostics infectieux retenus ici. Donc d'abord, je dois vous dire que c'est une population assez jeune, donc une moyenne d'âge de 46 ans, ça ne nous surprend peut-être pas, en majorité des hommes. Population avec beaucoup de comorbidités. Jacinthe vous parlait des taux d'hépatite C chez cette population-là. Ben, chez nous, au CHUM, elle est encore plus haute même que dans la littérature. Beaucoup de comorbidités psychiatriques, beaucoup de comorbidités d'autres types de consommation, beaucoup de précarité sociale, donc 50% des patients qui sont sans domicile fixe, donc qui rend cette population-là très, très complexe, évidemment. Et les issues, ça vient confirmer ce qu'on pensait, donc une population, malheureusement, qui est hospitalisée souvent, donc jusqu'à 35% des patients quittent sans avoir complété leur traitement initialement, dont une bonne partie, 25%, quittent contre avis médical. Une bonne proportion, évidemment, revient consulter à l'urgence et réhospitaliser. Et on finit avec des durées totales d'hospitalisation beaucoup plus longues et avec des issues cliniques qui sont clairement sous-optimales. Donc, on a regardé même en sous-groupe dans cette population-là, malgré les petits chiffres, les sous-groupes qui quittent contre avis médical, dans 50% des cas se représentaient à l'urgence dans 30 jours et dans 100% des cas étaient réhospitalisés. Donc, on voit encore une fois, ça vient confirmer les impressions qu'on avait et on s'est dit on peut définitivement essayer de faire mieux. Donc, ensuite est venue l'idée de la phase 2, donc qui s'adresse directement à la phase d'hospitalisation, donc dès l'admission de l'urgence jusqu'au congé signé par le médecin du patient. Le souhait était de la mise en place de cette équipe interdisciplinaire pour diminuer la stigmatisation que cette clientèle
clientèle-là vit au quotidien dans les murs de l'hôpital. Donc, on préconise le fait que la satisfaction des patients s'améliore pour ultimement augmenter la proportion des traitements qui sont complétés et tenter de diminuer le nombre de réhospitalisations et les congés contre avis médical. Aussi, comme Dr Bétage vous en a parlé, la satisfaction des soignants est au cœur de nos préoccupations. On souhaite que nos soignants se sentent mieux outillés pour faire face à cette clientèle-là qui représente des enjeux majeurs, multiples, pendant l'hospitalisation. Pour ce faire, on a pensé à notre approche s'adresse à 3 éléments en particulier. Donc, tout d'abord, de la formation. Donc, l'idée est de leur donner des outils par rapport à l'approche de réduction de méfaits, à la prise en charge du patient utilisateur de drogue injectable, à la reconnaissance des signes de sevrage des opioïdes, des signes de sevrage à l'alcool, aussi à une prescription d'opioïdes sécuritaire, puis finalement à l'utilisation adéquate de la trousse de naloxone. Une fois bien outillés avec des formations adéquates, on aimerait regrouper tous ces gens-là de notre équipe interdisciplinaire autour d'une pratique réflexive avec un patient partenaire qui viendrait permettre aux membres de l'équipe de confronter leurs croyances, leurs perceptions avec la réalité vécue par un patient, parce qu'on pense que de mieux comprendre la réalité du patient permet d'adopter une attitude plus ouverte au patient et de fournir des soins plus adéquats, de meilleure qualité. Finalement, le dernier élément, le développement de certains outils de travail, comme une prescription standardisée d'admission, qui permettrait qu'on évite d'oublier de traiter les symptômes de sevrage et qu'on fasse une gestion de la douleur plus adéquate pour cette clientèle-là qui représente clairement un défi. Notre approche se centre autour d'une approche de réduction de méfaits. Dr Bétage vous l'a dit tout à l'heure, la médecine des toxicomanies est bien habilitée à cette approche-là. On les appelle d'ailleurs souvent en consultation pour nous venir en aide. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est d'amener notre équipe vers un changement de culture. Parce que pour accepter que la consommation ne cessera pas durant l'hospitalisation, ça représente un défi pour les soignants. C'est un défi de tous les jours. On aimerait aussi que le jugement soit le moins présent possible pour que ces patients-là, on ne voit pas qu'un utilisateur de drogue injectable, mais un être humain qui vit un épisode de soins qui est probablement difficile pour lui aussi. L'approche de réduction de méfaits, c'est fournir du matériel stérile à des patients utilisateurs. C'est adapter les horaires d'antibiothérapie pour faciliter l'adhésion. C'est permettre aux patients de sortir à l'extérieur pendant ces traitements pour faciliter le fait qu'il va rester à l'hôpital avec nous. Mais tout ça, ça doit se faire dans un certain cadre, parce que nous, on a des obligations à rencontrer. Donc, l'art est d'en trouver le juste équilibre entre l'approche de réduction de méfaits et le cadre hospitalier. Après la phase 2 viendra la phase 3, auquel on commence à penser présentement. La phase 3, c'est la trajectoire. C'est le pré-hospitalisation et le post-hospitalisation. Vous avez compris que cette clientèle-là est une clientèle tournante, donc la post-hospitalisation est souvent la pré-hospitalisation de l'hospitalisation suivante. Donc, de là l'importance d'adresser une trajectoire pour les patients utilisateurs en santé physique. Pour ça, la collaboration de tous les acteurs va être nécessaire, que ce soit l'urgence, les plateaux techniques, les médecins traitants, les équipes de soins. Oui, les patients partenaires pour vraiment confronter nos idées à la réalité vécue par les patients. Les organismes communautaires qui sont déjà assis à la table avec nous. Ça va prendre la collaboration de chacun pour arriver à trouver une trajectoire qui va ultimement, notre souhait, ce serait de faire diminuer les visites à l'urgence et les durées d'hospitalisation. Est-ce que tout ça, c'est transférable? Nous le souhaitons. Tout d'abord, si on arrive à des résultats concluants, on espère pouvoir transférer cette approche-là sur d'autres unités du CHUM qui reçoivent eux aussi notre clientèle et possiblement à d'autres CH qui pourraient l'adapter à leur réalité propre. Donc voilà. Merci. Avez-vous des questions? Tout était limpide. Ah. Oui. J'aimerais avoir un petit peu d'informations sur quelles sont les premières mesures, les premiers moyens que vous avez utilisés pour mettre un cadre, comme vous disiez. Qu'est-ce que vous avez mis en place au 18e pour le cadre de fonctionnement? Le cadre, avec cette clientèle-là, ça ne peut pas être un seul cadre.
Oui, ça prend un cadre agile et malléable. Oui, le contrat thérapeutique va fonctionner, mais pour certains patients, le contrat ne va pas fonctionner. Donc, il faut être capable de s'adapter à chacun. Puis, c'est certain que la réalité doit se confronter aussi au fait que les intervenants ne sont pas tous rendus au même niveau. Donc, il y en a qui sont à l'aise avec certaines approches de réduction de méfaits, d'autres ne le sont pas. Donc, c'est sûr que ça passe présentement par des acteurs clés. Donc, quand on a des situations, donc on va aller chercher les experts dans ce domaine-là, l'infirmière en médecine des toxicos, ça va être moi, ça va être un médecin qui va être impliqué avec nous. Donc, c'est ces acteurs-là qui vont devoir gérer le cadre autour du patient qu'on va essayer de rendre le plus adaptatif possible. Donc, un cadre personnalisé. C'est un cadre personnalisé. Et flexible. Et flexible. Même s'il est défini, des fois, il doit se muter un petit peu. Merci. La réduction des méfaits, c'est de plus en plus dans la littérature, même au niveau de la santé publique. Et je me demandais si votre projet en fait fonctionne. Est-ce que vous aviez pensé l'expandre à d'autres populations vulnérables? Parce que le cadre que vous avez, c'est un cadre qui est quand même assez général pour beaucoup de populations vulnérables qui vivent la stigmatisation en général dans les services de santé. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans vos plans ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé d'expandre ça à d'autres populations? Ben, j'allais penser à la sécurisation culturelle sur laquelle on a beaucoup lu là, quand on a commencé les travaux par rapport à ça. Puis effectivement, là, les populations autochtones, les populations itinérantes, la santé mentale, donc tout ça, ça entre dans ce grand vase-là de populations marginalisées. Puis oui, s'applique quand on a une ou des composantes, puis c'est pas obligé d'être un utilisateur de drogue injectable pour se prévaloir de l'approche de réduction de méfaits, oui. La réponse, c'est oui. Je pense que c'est bénéfique de le faire avec l'ensemble de ces populations-là. Il faut comprendre que c'est un concept quand même assez nouveau pour nos équipes de soins. Vous dites que c'est dans la littérature, puis ça l'est effectivement, mais pour nos équipes de soins, ça reste quelque chose de très, très embryonnaire. Donc ça va être un peu un processus, à mon avis, mais une fois que le processus est amorcé, c'est un peu un changement de culture. Donc peut-être que, comme vous le suggérez, ça peut contaminer d'autres sphères et d'autres types de populations qu'on a sur nos unités. On l'espère en tout cas. On l'espère. Non, mais là, sur papier, là, vous l'avez dit, mais dans la vraie vie, est-ce que ça a été fait sur quelques patients, 10 patients, 3 patients? En fait, l'idée du... On sait l'impact que ça a eu. L'idée du projet, donc je ne vais pas vous décourager, c'est pour ça qu'on se regarde avec un gros soupir là. L'idée du projet a germiné en fait avant même le déménagement. Pour vous donner une idée, quand on était à Saint-Luc, c'était beaucoup cette population-là qui était hospitalisée à Saint-Luc, qui avait déjà un peu l'idée de commencer à faire un projet de cette nature. La phase 1 s'est effectuée donc en 2017 et 2018, péri-déménagement. Puis là, on est dans les processus d'implantation de la phase 2. C'est un projet qui a commencé avec un cadre peut-être ou un objectif beaucoup plus humble, avec une optique d'amélioration de qualité des soins qui a grandi, et c'est une bonne chose, en impliquant d'autres personnes, en allant vers une optique où on veut donner un petit peu plus d'envergure au projet. C'est sûr que ça a allongé un peu notre échéancier, je pense, mais ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé à parler du projet. Donc c'est quand même, ça germine depuis un certain temps. On est en processus, donc là, l'implantation de la phase 2, donc la partie formation, création d'outils que Jacinthe vous a présenté, on espère, si tout va comme prévu, commencera à l'hiver 2020. Bien, comme Dr. Bettage vous le dit, ça fait 2 ans qu'on baigne dans ce projet-là. C'est sûr que c'est la discussion qu'on a dans les rencontres d'équipe. Quand on déploie un plan pour un patient spécifique, bien là, on va réunir les équipes, on va expliquer le plan. Donc, on essaie de contaminer les gens. C'est sûr que les jeunes infirmières, comme vous l'avez dit, sont plus déjà contaminés par cette culture-là d'approche de réduction de méfaits. Puis on a certains membres de notre équipe qui font déjà des certificats de la formation avec la médecine des toxicomanies. Donc, ces gens-là sont des agents multiplicateurs sur nos unités, puis vont clairement être des agents de changement là, sur notre unité, puis le sont déjà parce que cette clientèle-là, elle est là depuis le début. Puis,
on doit apprendre à travailler avec eux au quotidien. Vous avez dit 2 questions. Ouais. Effectivement, ça a déjà germé sur la planche à dessin. Les 6 sont déjà assis à la table autour de nous, avec nous. Donc, les organismes ont déjà reçu une présentation similaire à ça sur ce qui est souhaité. Là, on est dans la phase 2 directement d'hospitalisation. Donc, la phase de trajectoire va être élaborée avec l'aide du coffre. Donc, oui, les 6 sont un des plateaux auxquels on a pensé pour permettre le suivi de notre clientèle en phase post-hospice. C'est une excellente idée. Autre chose? Juste une petite question. Oui. Vous avez parlé d'approche interdisciplinaire. Je me demandais comment vous intégrez les intervenants autres qui gravitent sur votre unité. En physio, les intervenants mentionnés, est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce que c'est en réunion multi que ça se discute? Oui, ça se discute présentement en réunion multi. Sauf que quand on va faire le go live, là, probablement là, à l'hiver, après les fêtes, pour les formations, puis la pratique réflexive, ces gens-là vont être inclus là, dans nos... parce qu'on a des intervenants stables, donc vont être inclus dans notre approche interdisciplinaire, donc vont être formés comme tous les autres membres de notre équipe. J'avais une autre main là, mais elle s'est reposée. Je ne sais pas si finalement c'était correct. OK. Merci. Merci.